Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire consacré à l'ouvrage de Maëlys de Kerangal, Canoë, nous allons approfondir certains points qui nous ont particulièrement plu et que nous avions abordés la semaine dernière. Alors, Nicolas, la voix, on ne parle plus que de la voix à l'heure actuelle. C'est le nouveau paradigme. Non seulement ce paradigme il s'est mis en place avec le confinement, à savoir qu'un certain nombre, une grande partie des formes de communication sont passées par la voix. Alors, les enseignants, nous, nous avons contacté nos élèves, nos étudiants par le biais de la visioconférence, par les podcasts, mais cette forme de communication, elle s'est propagée dans toute la vie publique. Et ce phénomène a mis l'accent justement sur quelque chose que nous considérions comme absolument naturel, qui allait de soi, c'est que nous avons une voix. Or, tout cela n'est pas forcément évident, et dès lors que l'on se penche sur la voix, d'ailleurs, comment est-elle produite, la voix ? Eh bien, par l'expiration de l'air. Dès lors que l'on se penche sur l'appareil phonatoire, eh bien, on fait des découvertes assez intéressantes et qui nous permettent également d'explorer la personnalité. Car la voix va de pair avec le psychisme, avec le comportement, et c'est un élément essentiel de l'individu, puisqu'on dit de la voix que c'est l'empreinte digitale d'un individu. Alors, je n'ai pas l'impression qu'en littérature, la voix soit un sujet si fréquemment traité que cela. Et c'est moi ce qui m'a plu dans ce recueil, c'est justement d'aborder ce thème qu'on trouve rarement exploité de cette façon, d'une manière souvent d'ailleurs très précise. On retrouve le goût de Maëlys de Kerangal pour une certaine technicité, et donc on n'échappera à aucun mot décrivant, comme tu disais, la phonation, la production de la voix, ce moment où le souffle devient une vibration, une voix à travers le larynx, les cordes vocales. Bon, donc elle sera très technique, mais c'est aussi ça qui, je trouve, en fait l'originalité. Elle a tendance à décrire ses personnages maintenant plus par la voix, par exemple, que par leur apparence. Je pense par exemple au personnage de la monitrice d'auto-école dans Mustang, qui est avant toute chose une voix qui agit sur la narratrice, dont elle nous décrit là aussi la personnalité qui se cache derrière. Donc ce ne sont pas les yeux, les miroirs de l'âme pour Maëlys de Kerangal. Je dirais que c'est la voix qui en serait le véritable reflet. Et alors, autant, oui, il y a des mythes célèbres qui font une sorte d'éloge des pouvoirs de la voix, et tu me parlais du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Évidemment, Orphée qui, avec sa voix, la voix chantée, accompagnée d'instruments de musique, arrive à descendre aux enfers et à émouvoir les divinités infernales pour essayer de récupérer sa défunte épouse. On peut penser évidemment aux voix des sirènes, même si là aussi elles jouaient beaucoup d'instruments de musique avec leur chant. Donc tous ces mythes qui soulignent le pouvoir du charme de la voix, mais j'ai quand même le sentiment que, dans l'ensemble, la voix, c'est un instrument qu'on utilise sans beaucoup réfléchir sur sa nature, Voilà, c'est le problème des outils qu'on utilise au quotidien. On finit par ne plus y prêter véritablement d'attention. Et le mérite de Maëlys de Kerangal, c'est de se retourner sur cette chose qui est pourtant très intime,
qui représente vraiment une part de notre personnalité, et c'est ce qu'on voit dans plusieurs nouvelles. Ce thème, je ne l'ai pas vu représenté dans beaucoup de livres. Là, comme ça, il me vient Tous les matins du monde de Pascal Quignard, où c'est très beau comment le personnage du musicien, comment il s'appelle-t-il, Marin Marais, se construit son devenir d'artiste à partir de la perte de sa voix d'enfant, hein, cette voix aiguë qu'il perd avec la mue et qui l'incite du coup à se construire par rapport à la voix grave, et une voix grave qui va être le son de la viole de gambe où il va passer maître. Bon, le livre est très beau, mais c'est, j'ai envie de dire, presque un ovni au niveau de ce thème. Bon, je repense aussi à la pièce de Cocteau, La voix humaine, où on a effectivement cette femme qui vit... j'ai envie de dire, sur le fil de la voix et de quelqu'un qui est au téléphone, et sa grande crainte, c'est que la communication se rompe. Donc, c'est aussi une belle illustration. Bon, eh bien, dans ce registre-là, Maëlys de Kerangal nous offre une œuvre qui vient ajouter une petite pierre à un édifice que moi je ne trouve pas encore suffisamment immense, quand on songe à l'importance que la voix a pour chacun d'entre nous. Oui, d'ailleurs, on peut revenir sur ce dont nous parlions la semaine dernière, à savoir la question de voix et identité, en particulier dans ce contexte bien spécifique dans lequel les femmes ont désormais voix au chapitre. Or, dans toutes les nouvelles de ce recueil ou de ce roman éclaté, ce sont pour l'essentiel des femmes qui parlent. Et pour reprendre le thème que tu abordais à l'instant, là, autrefois, et en tout cas dans la liturgie, il était interdit aux femmes de chanter. C'est la raison pour laquelle, ici je fais référence à un ouvrage de Jean Abitbol qui s'intitule « Le pouvoir de la voix » et dans lequel il évoque la question des castrats. Donc les castrats, ces jeunes enfants qui étaient, comme le nom l'indique, castrés pour permettre, et là, ici, sous l'influence des hormones, que leur voix reste suffisamment élevée. Et ce n'est que très tard que les femmes ont eu le droit, dans la liturgie, de chanter. Il ne faut pas oublier que la voix de femme, que ce soit la voix qui s'exprime ou la voix chantée, c'est un droit que les femmes ont acquis au cours des siècles. Donc, voix et identité, si on revient un petit peu sur les textes qui composent ce recueil, il y a un texte, une nouvelle intitulée « After » et qui évoque un passage dans la vie de la narratrice. C'est le moment où elle va passer son bac. Il y aura une fête, un pique-nique, on va déboucher le champagne et elle évoque à ce moment son frère qui lui est bègue. Et le fait de sentir que ce frère n'est pas capable de s'exprimer est une douleur pour la narratrice. Peut-être que c'est une douleur qui fait écho à son statut de femme, j'ai envie de dire, son statut de femme muette, lorsqu'elle était au début de son séjour aux États-Unis. Et ici, c'est une douleur partagée, sans aucun doute. La nouvelle After est effectivement intéressante, parce qu'en fait, on va y voir deux types de voix aux antipodes l'une de l'autre. Il y a donc le bégaiement, cette voix qui n'arrive pas à sortir, qui semble coincée, qui est à la fois, je trouve, effectivement, c'est un moment un peu embarrassant pour tout le monde, et en même temps c'est un moment touchant parce que tout le monde sait ce qu'il veut dire, et donc ce silence est finalement tout aussi expressif que la voix qui aurait exprimé des mots pour le dire. C'est un silence, et c'est l'envie de dire à sa sœur qu'il l'aime, qu'il sait qu'elle va certainement partir, et donc quelque part lui faire une sorte d'adieu prématuré, ou en tout cas une déclaration d'amour fraternel.
Et finalement, le fait qu'il n'arrive pas à le dire, ça rend la chose tout à fait émouvante. Et à l'inverse, elle va participer à une fête avec d'autres amis qui ont eu leur bac, et quelqu'un les invite à se livrer à un jeu qui consiste à vraiment crier de toutes ses forces. Elle est un petit peu réticente, mais finalement, dans cette expérience physique, il va y avoir un déferlement d'émotions qui va l'amener à retrouver une sorte de cri, je dirais primal, qui va d'ailleurs, je crois, la laisser aphone pendant un certain temps, si je me souviens bien, mais qui est une décharge d'énergie, comme si c'était aussi une façon de libérer des choses dans son corps, dans sa personnalité, à travers l'usage de cette voix. Une des nouvelles qui m'a marquée, parce que je pense que c'est une expérience que nous avons faite tous et toutes lorsque quelqu'un décède. Eh bien, lorsque quelqu'un décède et qu'on a un message vocal de cette personne, il peut s'agir de personnes âgées, de grands-parents, de parents. En l'occurrence, dans la nouvelle Un oiseau léger, dans laquelle il est question d'une famille, dans laquelle la maman est décédée et l'époux, le veuf, donc, hésite à effacer la voix de la femme décédée du répondeur automatique. Alors c'est quelque chose qui peut nous sembler banal, mais la portée symbolique évidemment de ce geste ne peut pas nous échapper, car cette voix, c'est tout ce qui reste de la personne, c'est quelque chose de vivant puisque c'est une vibration. L'effacer, c'est quelque part couper le lien avec l'autre personne. Donc on ne va pas spoiler cette nouvelle ici, en révéler le contenu, mais c'est un problème absolument crucial. Mais c'est très beau, très poétique, dans la mesure où justement ça nous dit quelque chose de ce qui se passe quand nous parlons. Cette femme donc morte continue d'exister pour son mari à travers l'enregistrement de sa voix. Ce n'est pas tout à fait le même rapport que nous avons par exemple avec des photos, les photos des défunts. Non, là la voix effectivement c'est au moins une illusion de vie qui console le mari, qui fait que d'une certaine manière, en gardant cette voix vibrante, même si c'est une voix enregistrée, eh bien c'est une manière de la garder vivante, vibrante, et du coup ça montre que quand on parle, eh bien à chaque mot que nous disons avec notre voix, nous nous affirmons. Oui, c'est par la voix que nous advenons à l'autre, à l'existence. C'est une façon d'exister, et c'est bien sur ce ressort que repose la nouvelle, où la défunte n'est pas complètement morte tant qu'on entend encore sa voix. Alors, ce qui est vraiment intéressant aussi dans le recueil, c'est donc comment cette voix, c'est une part de notre personnalité. Je pense ici à la nouvelle qui s'appelle Nevermore, où on a des acousticiennes spécialisées dans des enregistrements qui sélectionnent des candidats par rapport à leur voix, et la narratrice a été sélectionnée par ses sœurs Klang, qui donc sont très réputées dans leur métier, et ses sœurs lui confient la lecture d'un poème d'Edgar Poe, Le Corbeau, et plusieurs enregistrements ont lieu, et ce qui est intéressant, c'est que à un moment, elles vont déceler dans la voix de la narratrice une sorte de voile, de quelque chose qui ne va pas. Alors, dans un premier temps, elles vont penser que ça vient du micro, puis après, elles vérifient, la technique est au point. Non, c'est quelque chose qui est dans la voix qui fait cette espèce de fêlure, et elles finissent par comprendre que la voix porte en quelque sorte la trace d'un traumatisme plus ancien, et donc la voix devient une forme de mémoire concrète, mémoire physique, et qui s'exprime à chaque instant, à chaque fois qu'elle parle. En fait, il y a en quelque sorte ce traumatisme qu'elle avait oublié, et qui reste là, qui fait donc partie de sa personnalité. Il y a ça, et puis sinon, Maëlys de Kerangal aime bien la préhistoire, et donc dans Bivouac, elle aborde le thème, on va dire, d'une façon préhistorique. Oui, c'est le moment, donc elle est chez la dentiste, et cette dentiste lui montre
donc des prises de vue d'une mandibule humaine du Mésolithique. Et cette mandibule, tout d'abord, elle n'y prête pas vraiment attention, mais cette mandibule, j'allais dire, c'est par cette nouvelle que s'ouvre le livre, et on se rend compte que la mandibule, c'est la mâchoire, donc c'est tout ce qui va permettre l'articulation, mais qui cristallise en soi également toutes les formes de crispation. Et on a le sentiment que c'est en abordant en écrivant, on a le sentiment que c'est en écrivant cette scène que va pouvoir se dérouler quelque chose qui serait un petit peu, j'ai envie de dire, comme la Madeleine de Proust de Maëlys de Kerangal, mais que c'est à partir de là que son attention va se focaliser sur le corps, sur la bouche, sur les sons qui en sortent, sur la voix. Et d'autant plus, quand elle a commencé la rédaction de cet ouvrage, nous portions des masques et que la voix était quelque part voilée. Oui, mais voilà, bon, elle dit qu'elle ne l'a pas écrit en premier, mais il n'empêche qu'elle lui donne cette position inaugurale, car c'est finalement une façon de réfléchir aussi à la spécificité de notre voix. Notre voix, elle est articulée, hein, et cette mandibule préhistorique qui a été retrouvée, eh bien, c'est la partie mobile de la mâchoire qui permet cette articulation de la voix et qui pose aussi la question de, on va dire, l'archéologie de la voix. Autant préhistoire, histoire, la distinction se fait à partir de l'écriture, il reste des traces, mais que reste-t-il d'une voix à des époques où on ne pouvait pas enregistrer? Eh bien là aussi c'est très intéressant quand tu citais Jean Abitbol qui va nous expliquer dans ses ouvrages que l'observation des crânes, des mâchoires des hommes du paléolithique, du mésolithique, etc., enfin des hommes préhistoriques, permet d'avoir une idée de leur capacité langagière, de leur capacité phonatoire, parce que tout ça, c'est dans le corps. C'est-à-dire qu'on peut dater qu'à une certaine époque, le larynx est descendu au niveau de la 5e vertèbre, que cette descente, elle est le résultat du redressement de l'homme qui est arrivé vers la station debout, et que c'est cet angle de la mâchoire avec la colonne vertébrale qui est passée à 90 degrés qui va permettre une sorte de libération de l'espace pour la langue et donc permettre d'amplifier les capacités phonatoires de l'être humain, et donc un enrichissement constant de sa voix et de son langage, ce qui se traduit aussi par la boîte crânienne où on va voir se développer les aires du langage progressivement avec les aires l'air de Broca et l'air de Wernicke. Du coup, il existe une forme d'archéologie de la voix pour qui sait regarder où il faut, et c'est ça qui est intéressant. Et par ailleurs, il y a cette notion d'articulation, je trouve, puisqu'on va s'arrêter là sur cette œuvre, mais la notion d'articulation, je trouve qu'elle est intéressante dans la mesure où nous sommes justement face à un roman en pièces détachées, comme nous disions la fois d'avant, et toute la question est de savoir comment on articule ces différentes nouvelles les unes par rapport aux autres. Oui. C'est un thème absolument fascinant. Alors, nous allons rester dans le corps, puisque la semaine prochaine, nous allons nous consacrer à un autre roman de Maëlys de Kerangal qui a été publié en 2014, je pense. 2014. Ce roman s'intitule « Réparer les vivants ». Et là, il ne sera plus question de la voix, mais il sera question du corps et, en l'occurrence, du cœur. Mais tenez, il y a un personnage qui aime bien chanter. Mais effectivement, vrai. Une histoire plutôt de transplantation cardiaque qui est absolument magnifique. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. Et donc, à la semaine prochaine.